Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons parler de Barbe Bleue, pas du conte, mais d'un roman publié par Amélie Nothomb en 2012. Alors Barbe Bleue, le titre, c'est évidemment une référence directe au conte de Perrault. Le conte avait été écrit au XVIIe siècle, et là, elle nous fait, Amélie Nothomb, une réécriture de ce conte. C'est ça, donc nous sommes ici face à un exemple d'intertextualité, de réécriture. Donc elle réécrit un conte de Perrault qui était paru en 1697, mais qui est aussi une œuvre qui a déjà fait l'objet d'un certain nombre de réécritures célèbres. On peut penser au conte de Grimm, L'oiseau ourdi, qui reprend aussi la même histoire avec quelques légères variations. On sait aussi que cela a inspiré des musiciens pour en faire des opéras ou des opérettes. Il y a Offenbach qui en a fait une opérette, et sinon il y a l'opéra de Béla Bartók sur un livret de Béla Balát. Bon, c'est un hongrois, je ne sais pas forcément bien prononcer. Il y a eu un poème de Maurice Maeterlinck. Chacun donc s'est réapproprié le personnage de Barbe Bleue et son histoire. Et aujourd'hui, en tout cas en 2012, c'était au tour d'Amélie Nothomb de s'en emparer. Elle le dit elle-même, elle a une certaine affection pour les contes de Perrault, qui lui plaisent par la cruauté souvent dissimulée derrière ces histoires qu'on croit toujours un peu trop naïvement faites pour les enfants. Et d'ailleurs, quelques années après, elle va réécrire un autre conte qui est Riquet à la houppe, où ce sera l'occasion pour elle de mettre en valeur une donnée dont elle ne manque pas, c'est à savoir l'esprit, puisque Riquet à la houppe était laid, mais il compensait avec beaucoup d'esprit, et on peut se douter, vu les caractères souvent très spirituels des intrigues ou des dialogues chez Amélie Nothomb, que c'est quelque chose qui devait lui plaire. Tout ceci pour dire que, par toutes ces réécritures, Barbe Bleue devient un mythe littéraire dont chaque auteur, en le réécrivant, infléchit l'interprétation. Alors pour pouvoir étudier un mythe littéraire, il faut retourner à la source et donc peut-être récapituler un petit peu quel était ce conte de Perrault, qui, rappelons-le quand même au passage, est un conte inventé par Perrault et non pas le fruit d'une récupération d'un fonds traditionnel de contes. Oui. Alors pour évoquer rapidement l'histoire de Barbe Bleue, alors c'est un homme qui est veuf et qui a les cheveux bleus, donc cette chevelure bleue, c'est une référence à quelque chose qui n'existe pas dans la nature, et donc pour l'époque à laquelle il a été écrit, c'est un homme qui a quelque chose de monstrueux. Alors cet homme, il finit, après quelques tergiversations, à épouser la cadette d'une famille. La jeune fille sans expérience est séduite par le luxe et les richesses de cet homme. Et puis un jour, il part en voyage, lui confiant une clé et la priant, l'enjoignant de ne pas enfreindre son interdiction, à savoir ne pas entrer dans la pièce secrète, le cabinet secret, dont la fameuse clé peut permettre l'accès. Alors c'est intéressant de voir les divergences entre le conte et les éléments de réécriture. Et là, Amélie Nothomb nous invite un petit peu à nous transformer en détective, parce qu'il y a évidemment tout un tas de pistes qui vont susciter notre curiosité. Oui, commençons peut-être quand même par dire que le conte de Perrault avait deux morales. Une première morale qui critique évidemment la curiosité, qui a gagné la jeune femme et l'a poussée à enfreindre l'interdit de Barbe Bleue. Elle a donc transgressé l'interdiction en pénétrant dans la chambre interdite. Dans le conte, elle utilise la clé qui lui a été donnée, mais elle rentre dans une salle pleine de sang, elle fait tomber la clé qui se tache de sang, et comme la clé est une fée, elle ne peut pas laver la tache de sang qui devient la preuve, l'instrument de la trahison. Voilà, le signe qu'elle a fauté.
C'est donc la première morale. Et la deuxième morale, peut-être plus satirique ou humoristique, consiste à dire que c'est un conte du vieux temps et que dorénavant, les femmes ne se laissent plus faire ainsi. En tout cas, il n'y a plus de mari suffisamment jaloux et violent pour se comporter de la sorte, et qu'au contraire, maintenant, les maris ont plutôt tendance à filer doux devant leurs femmes. Voilà, et ça, c'est les morales de Perrault. Rappelons quand même que ce conte a été aussi interprété par Bruno Bettelheim dans la psychanalyse des contes de fées, et c'est aussi intéressant peut-être de rappeler cette interprétation parce qu'elle est suffisamment célèbre pour que peut-être Amélie Nothomb se positionne par rapport à elle. Donc pour Bruno Bettelheim, cette clé tachée de sang, c'est un symbole phallique, et ce sang qui a coulé et qu'on ne peut plus enlever renvoie à un événement irrémédiable dans la vie d'une femme, à savoir sa défloration, ou en tout cas une expérience sexuelle qui ne serait pas autorisée et qui la mettrait en faute. Donc il y a effectivement toute cette symbolique sexuelle dans le conte, selon Bruno Bettelheim, et cette interprétation, effectivement, on pourra voir comment Amélie Nothomb peut-être s'en empare aussi, d'une certaine façon. Dans la réécriture, il y a toujours quelque chose d'absolument prévisible. Et donc, nous allons voir comment Amélie Nothomb, elle s'en sort et comment elle traite de nouveau cette histoire. Alors, dans l'histoire d'Amélie Nothomb, il y a 3 personnages principaux. Le premier, donc celui qui correspondrait aux Barbes Bleues, c'est Elimirio Nibal y Milcar. C'est un aristocrate espagnol de 44 ans. Le personnage féminin, Saturnine, elle a 25 ans. Et puis la sœur, Anne, qui ne voit rien venir dans le conte de Barbe Bleue, ce sera pour le coup la meilleure copine de Saturnine. La meilleure amie, elle s'appelle Corinne et elle travaille à Euro Disney dans le milieu du divertissement bon marché, on va dire. Et puis, il faut noter quand même dans les 2 histoires la perversité de Barbe Bleue qui n'a pas changé au cours des siècles et qui met sa compagne face à des injonctions paradoxales. Il va la tester afin de voir si elle respecte ou non son autorité. Oui, enfin, si, moi je trouve que le personnage de Barbe Bleue a un petit peu changé. Alors déjà, il n'a pas de barbe bleue, notre Elimirio Nibal y Milcar. Il est même peut-être plaisant. Il finit par séduire Saturnine. Ce n'est pas quelqu'un de violent ou de colérique. Effectivement, il a une réputation inquiétante, puisqu'on sait que 8 autres colocataires ont précédé Saturnine dans son appartement, puisque l'histoire transpose tout. On a une transposition assez humoristique du conte dans des problématiques locatives parisiennes du XXIe siècle. C'est-à-dire que Saturnine en a assez de squatter chez sa copine Corinne à Marne-la-Vallée, non loin d'Euro Disney. Elle voudrait, puisqu'elle travaille à l'école du Louvre, elle voudrait se trouver un logement à Paris, et une aubaine se présente sous la forme d'une colocation trop belle pour être vraie, donc loyer très modique pour une chambre très spacieuse dans un très bon quartier parisien. Je crois qu'on est dans le 7e. Simplement, effectivement, elle n'est pas toute seule sur les rangs, et on lui dit que le problème, c'est le colocataire, celui qui loue la chambre et qui a cette réputation inquiétante liée à la disparition des 8 colocataires féminines qui l'ont précédée. Bon, plutôt que de vivre en banlieue, elle préfère vivre avec un éventuel serial killer, en se promettant évidemment de garder ses distances. Et voilà, simplement Barbe Bleue va déployer des trésors de séduction
auquel elle ne va pas être totalement insensible. Donc nous ne sommes pas face à un Barbe Bleue monstrueux. De bleu, on dira qu'il a le sang bleu, Oui, c'est puisqu'il vrai. est très attaché à sa noblesse, ce qu'il appelle aussi, non sans humour, sa grandesse. Mais c'est plutôt un Barbe Bleue, on va dire, plaisant et séducteur, ce qui correspond plutôt à la version qu'on trouve dans l'opéra de Bartók, où là aussi, Barbe Bleue est un personnage amoureux et attentionné. Donc sa violence est effectivement ailleurs, dans cette espèce de défi, comme tu l'as dit, qu'il soumet à la femme avec laquelle il habite, à savoir cette interdiction d'aller dans une pièce précise. Donc on retrouve bien cette chambre interdite, mais cette fois cette chambre n'a pas de clé. Donc il n'y a pas de symbole phallique ou d'interprétation sexuelle à ce niveau-là. Toutefois, c'est une chambre noire dans laquelle il expose des photographies qui ne sont pas supposées être vues. Et c'est quand même intéressant parce qu'on sait qu'une chambre noire, c'est là où on développe les photos et que si quelqu'un y entre pour y apporter, en introduisant la lumière du jour, par exemple, ça va ruiner complètement la photo. Donc on garde quand même l'idée d'un effet qui serait irrémédiable si l'interdit était transgressé. Et puis, j'ajoute que le personnage de Saturnine n'est pas aussi naïve que la jeune femme du comte de Perrault, à savoir qu'elle va quand même participer d'une... C'est grâce à elle que Elimirio va être initié au champagne, un certain luxe qu'il ne connaissait pas. On parle beaucoup de champagne, et ce qui est amusant, c'est que Saturnine, elle va proposer à Elimirio, dès le deuxième repas, de boire le champagne. Bon, ça n'était pas son idée à lui. Elle file dans une brasserie, elle achète, alors sans doute à un prix exorbitant, alors qu'elle-même ne roule pas sur l'or, une bouteille de champagne, et c'est elle qui va instaurer justement la tradition de ces dîners au champagne. Saturnine va initier Elimirio à boire des champagnes de plus en plus raffinés, et elle va ouvrir les hostilités avec un Laurent Perrier. Il termine sur un champagne millésimé Krug Clos du Ménil 1843. Alors c'est le champagne le plus cher du monde. Et à titre indicatif pour nos auditeurs et auditrices, ce champagne, qui fait partie des champagnes les plus chers au monde, il se chiffre à de l'ordre de 250 000 $ la bouteille. Donc on voit ici qu'Amélie Nothomb n'y va pas de main morte dans cette fiction. C'est sûr que on retrouve du comte de Perrault cette attirance que le luxe peut exercer sur le personnage féminin. On sait que lorsque Barbe Bleue, dans le comte de Perrault, cherche à se marier, il y a plusieurs filles dans la famille, et celle qui finit par accepter, c'est justement parce qu'elle est attirée par les richesses de Barbe Bleue. Saturnine, dans le récit d'Amélie Nothomb, elle aussi, très vite, est gagnée par le luxe que lui offre cette colocation. Elle a une chambre immense, il y a des domestiques qui peuvent la conduire en voiture, il y a le chauffeur, il y en a un qui lui propose aussi de lui apporter le petit déjeuner dans sa chambre, selon ses goûts, et puis le maître de maison, finalement, se met à la cuisine assez régulièrement et leur fait des dîners qui semblent être assez succulents, où on ne lésine pas non plus sur, comme tu le disais, la boisson, avec ce champagne qui va être introduit par Saturnine, mais du coup Elimirio va se prendre au jeu, et ce seront effectivement des bouteilles de plus en plus réputées, raffinées, qui vont ponctuer leur dîner. Donc on a ici tout un univers du luxe qui donne l'occasion à Amélie Nothomb justement de faire tout un ensemble de descriptions sur le rapport sensuel, la volupté que l'on peut avoir avec des objets luxueux. Effectivement, on est dans la fiction, donc on peut tout se permettre, mais on va voir effectivement le rapport avec les matériaux, il y a une robe qu'il fait, la façon dont elle a été coupée, on nous décrit le plaisir charnel qu'elle éprouve
à enfiler cette robe. Donc il y a tout un jeu sur les sensations. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce on est presque dans la synesthésie parfois. Le champagne, s'il a autant d'importance, c'est parce que c'est la version liquide d'une matière qui va revenir très souvent dans le roman, c'est l'or. Donc il y a l'or, mais l'or liquide, eh bien, ce sera le champagne. Et puis ce champagne, on va nous le comparer à un moment à du velours doré. Et comme par hasard, quand Élémirio va faire une robe destinée à Saturnine, un petit peu comme dans Peau d'âne, la robe couleur d'or, eh bien, il va lui concocter un vêtement avec un velours doré, avec une teinte particulièrement raffinée. Mais c'est donc là encore une autre transformation de matière de cet or. Donc on joue avec les différentes sensations qui permettent de développer ainsi cette sphère du luxe. Ce qui est intéressant, évidemment, en dépit de tout le luxe qu'Élémirio va étaler, dirais-je, aux yeux de Saturnine, elle restera de marbre. Et dès le début, Élémirio est séduit par Saturnine et par son acuité, par son sens de l'observation, et il va très vite lui déclarer son amour, alors qu'elle elle reste plutôt distante. Et ce qui est amusant, c'est que contrairement au conte, Saturnine, à la différence de la jeune femme dans le conte de Perrault, elle a un ascendant sur Don Élémirio, et lui-même il se complaît vraiment dans la posture de l'amoureux transi. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment leur relation évolue. Tout à fait. Alors déjà, quand même par rapport au conte initial, soulignons que l'épreuve, tester la curiosité de la femme, eh bien, Saturnine remplit l'épreuve haut la main. Elle se fiche complètement de la chambre noire d'Élémirio. Ce qui l'intéresse, c'est quand même de savoir s'il a causé la mort de ses femmes, mais elle ne va jamais céder et pénétrer par effraction dans cette chambre noire qui lui a été interdite. L'autre chose, c'est que finalement, tout est réécrit selon une perspective qu'on pourrait décrire comme le renversement du masculin et du féminin. Élémirio, c'est lui qui fait la cuisine, il la fait très bien, c'est lui qui fait de la couture, il lui fait une belle robe, et puis c'est lui qui réclame à Saturnine le droit de l'épouser, alors que j'ai envie de dire dans les intrigues traditionnelles, ce sont plutôt les femmes qui cherchent à se faire épouser par les hommes. Là, c'est lui qui cherche à obtenir la main de Saturnine. Donc on est plutôt ici dans un renversement des rôles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'orientation que Nothomb donne à Barbe Bleue est... Bon, il y a une sorte de réflexion sur le roman d'amour, c'est-à-dire que l'interprétation qu'elle donne à Barbe Bleue, c'est il faut que la jeune femme laisse une zone secrète de l'autre intacte, sans transgresser. On a tous le droit dans un couple d'avoir sa chambre noire secrète, avec une partie rien que pour soi. Bon, j'ai envie de dire que ça, c'est pas forcément la partie la plus intéressante, mais ce qui va être... vraiment peut-être nouveau et qui va inciter à des lectures plus variées, c'est le thème de l'alchimie. Donc, si Don Élémirio est un Espagnol, elle le dit dans une interview, c'est justement pour qu'on ne le confonde pas du tout avec Henri VIII, qui est l'un des modèles dont on dit qu'il a inspiré Perrault pour son personnage de Barbe Bleue. Et du coup, j'aurais tendance à dire qu'il se rapproche plus de l'autre personnage qu'on cite comme modèle pour Barbe Bleue, et qui était Gilles de Rais, connu justement pour ses accointances avec l'alchimie. Donc je pense que c'est peut-être un thème que nous devrions étudier, creuser la prochaine fois dans ce roman qu'elle définit elle-même comme un roman alchimique. Exactement. Alors, il y a dans cette réécriture plusieurs éléments qui valent vraiment la peine qu'on les approfondisse. Et moi, je trouve qu'il faut que nous nous penchions sur leur relation, sur la relation entre ces deux êtres. Alors, le masculin, le féminin, le genre, le jeu avec les genres. Évidemment, également sur la question de l'alchimie qui est omniprésente dans ce roman. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas.
À la semaine prochaine.